Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce Nouvel Esprit Public, au cours duquel nous tenterons d'éclairer certains aspects de l'actualité. Nous le ferons avec Nicolas Bavrez, essayiste et avocat, avec Akram Belkaïd, journaliste au Monde diplomatique, Nicole Niesotto, vice-présidente de l'Institut Jacques Delors, et Richard Verly, correspondant à Paris du quotidien suisse en ligne Blick. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1, dont le dernier numéro a pour titre « Retraite, une obsession française ». Il est ainsi chapeauté « Pourquoi la question des retraites s'est-elle imposée depuis 30 ans comme le principal sujet d'achoppement qui à chaque quinquennat déchire le pays et fait trembler ses pavés ? Sans doute parce que chacun de nous se sent directement concerné par l'avenir de sa pension et parce qu'elle trahit en creux l'opposition entre plusieurs philosophies de la vie, du temps et de la solidarité. » Ce numéro se penche sur cette obsession française pour mieux comprendre pourquoi, après l'épuisement du paradis chrétien et des rêves de grand soir, la retraite est devenue la grande promesse du bonheur ici-bas. Il n'est pas inutile de profiter de l'actualité pour se pencher aussi sur ce que cette attente trahit de la difficulté de la vie active, de l'inégalité face aux conditions d'emploi, de l'inquiétude sur le maintien du pouvoir d'achat. Un débat qui, loin de se limiter à un avenir hypothétique, parle également de notre aujourd'hui. Nous mettrons en ligne mercredi la première de nos conversations avec Doriane Moretus, comédienne et clown, membre de la compagnie Le Rire Médecin et de Clowns sans frontières. Le Rire Médecin travaille dans la durée et aussi dans la dureté des pathologies dont sont affectés les enfants hospitalisés. Clowns sans frontières donne des spectacles aussi bien en Inde qu'en Tanzanie ou dans les territoires palestiniens occupés et assure des ateliers de formation afin que des artistes locaux prennent le relais. Ces deux associations font face à des difficultés très variées, souvent lourdes, voire très lourdes, qui vont de l'intolérance des religieux locaux à la pesanteur née de la gravité de l'état des enfants hospitalisés. C'est donc dans notre série Si c'est pour la culture, on a déjà donné mercredi en ligne à partir de 11h. Je vous propose, après avoir une nouvelle fois remercié nos donateurs, je vous propose de passer au premier de nos deux sujets d'aujourd'hui, l'état du système de santé en France. Médecins généralistes et laboratoires d'analyse médicale se sont mis successivement en grève, alors que tous les acteurs du système de santé dénoncent le délitement de leurs conditions de travail et la mise en danger des malades. Dans ce contexte, le président de la République a présenté ses vœux le 6 janvier au personnel médical depuis le centre hospitalier de Corbeil-Essonnes, tout en présentant les grandes lignes de son plan santé. Emmanuel Macron, qui a érigé la santé en priorité de son second quinquennat, a annoncé de nombreuses mesures de réorganisation plutôt que des moyens financiers supplémentaires. Il n'a pas annoncé le doublement du tarif de la consultation réclamé par une partie des libéraux en grève, mais il entend libérer du temps aux médecins pour leur permettre d'augmenter leur file de patients. D'une part en accélérant le déploiement des assistants médicaux, dont le nombre devrait passer de 4 000 à 10 000 en 2023, d'autre part en encourageant et accélérant la délégation de tâches jusqu'ici réservées aux médecins à d'autres professionnels de la santé, les pharmaciens, les kinés, les sages-femmes, les infirmières, etc. Emmanuel Macron a promis que les 600 000 patients avec une maladie chronique qui n'ont pas aujourd'hui de médecin traitant auront accès d'ici la fin de l'année à un médecin traitant ou à une équipe traitante. Fin de citation. Certains ont salué un diagnostic clair, un calendrier précis, l'ouverture de perspectives et la sortie du déni. D'autres pointent l'absence d'engagement chiffré, un flou sur les alternatives ou sur la méthode. Selon un sondage ELAB pour les Échos, Radio Classique et l'Institut Montaigne, à l'heure où la population de médecins vieillit et où quelques 6 millions de Français sont sans médecin traitant, une majorité de sondés, 53%, estime que le système fonctionne assez mal ou très mal, contre 22% en juin 2021. Un sondé sur 10 dit n'avoir aucun accès à un médecin généraliste, un spécialiste ou un hôpital. Le sentiment d'un dysfonctionnement est plus marqué chez les habitants des communes rurales, des petites et des moyennes agglomérations. Les habitants des grandes agglomérations sont plus partagés. Près de 3 Français sur 4
ont le sentiment que le système s'est dégradé ces dernières années. Même ceux qui disent n'avoir pas de problème pour se soigner ou ceux qui jugent que le système fonctionne bien parlent en majorité de dégradation. Le sentiment de dégradation se retrouve aussi bien chez les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, 83%, que ceux de Marine Le Pen, 78%, ou d'Emmanuel Macron, 71%. Il est aussi très fort chez les abstentionnistes, 69%. Interrogés sur les causes des problèmes actuels, les Français mettent en avant les manques tant de moyens des hôpitaux que de soignants, ainsi que les conditions de travail difficiles des soignants, pas assez bien payés. Le recours abusif aux urgences est aussi pointé du doigt par un tiers des interrogés, et près de 3 Français sur 4 disent ne pas faire confiance à Emmanuel Macron et à son gouvernement pour régler les problèmes actuels du système de santé. Sur cette question, Nicolas Bavrez. La santé est évidemment très importante pour la vie quotidienne, mais elle est aussi majeure pour la compétitivité économique, pour le contrat politique, et puis on l'a vu pendant l'épidémie de Covid, pour la résilience des nations. Et il est bien vrai qu'aujourd'hui, en France, le système de santé qui a longtemps été considéré comme l'un des meilleurs du monde est en train de s'effondrer. Ça ne relève pas du sentiment, mais ça relève vraiment des faits. Regardons un peu ce qui se passe. D'abord, une vraie difficulté d'accès. Plus de la moitié des Français expliquent avoir des difficultés d'accès aux soins. Et ça renvoie aux déserts médicaux, ça renvoie à la saturation de l'hôpital, mais il y a aussi des disciplines qui sont complètement sinistrées. On pense à la psychiatrie, on pense à la gériatrie, on pense à la gynécologie, où il est très très difficile d'accéder à un médecin. La psychiatrie notamment, là aussi ça a été montré pendant l'épidémie de Covid, est dans un état de délabrement avancé. Donc la deuxième manifestation, c'est la dégradation de la qualité des soins, qui est tout à fait réelle. La fuite des soignants, qui aujourd'hui démissionnent en masse et qu'on essaye de remplacer en embauchant des soignants étrangers qu'on fait venir, ce qui d'ailleurs pose des problèmes évidemment dans les pays qui du coup sont démunis de ces talents précieux. Pénurie de médicaments, le paracétamol, l'amoxicilline notamment pédiatrique, la délocalisation de l'industrie, et puis une crise financière qui est assez paradoxale parce que la santé absorbe 12,4% du PIB, donc c'est beaucoup. C'est plutôt en tête en Europe, même si les États-Unis sont loin devant avec 17% du PIB. On a remis 12 milliards, avec le Ségur, 12 milliards sur les dépenses courantes, 19 milliards d'euros sur l'investissement, et on a l'impression que ça n'a aucun effet. Alors, quelles sont les raisons ? Les raisons, c'est qu'on paye, en fait, il y a quand même des raisons positives. Les raisons positives, c'est le vieillissement de la population, les progrès de la médecine, mais avec les progrès de la médecine, on vit plus longtemps, y compris en bonne santé, mais on a des pathologies ensuite qui sont compliquées, et puis on a des médicaments de plus en plus sophistiqués et efficaces, mais de plus en plus coûteux aussi. Ça, ce sont des raisons plutôt positives, ce qui fait que, grosso modo, les coûts de la santé augmentent de 4% par an en France. Évidemment, le budget n'a jamais suivi, et c'est un des problèmes qu'on va retrouver. Donc, le deuxième grand problème, c'est l'absence de coordination. Donc, aujourd'hui, la médecine de ville a été laminée, elle dépérit, donc il n'y a plus de médecine de premier rang, j'allais dire. Et ensuite, donc, tout s'est déversé sur l'hôpital, qui, lui, est encadré à la fois par la bureaucratie et par un mécanisme qui a été victime des 35 heures, de la multiplication des échelons, de tutelle avec les ARS, du fait que les hôpitaux sont maintenant dirigés non pas par la qualité des soins, mais par l'objectif de rationnement budgétaire. Et c'est ça le vrai problème, c'est que derrière, notre système de santé n'a pas du tout été gouverné par la qualité des soins, mais par la volonté d'avoir un système gratuit pour tout et pour tous. Et du coup, cette gratuité a pour contrepartie deux modes de rationnement. Le rationnement, la pénurie, on l'a vu avec le numerus clausus pour les médecins, et la dégradation de la qualité des soins qui, par ailleurs, ne sont pas évalués. Et c'est ça qui est au cœur de cet effondrement du système de santé publique. Et c'est là qu'on voit que
Ce qui est proposé, donc, il y a eu un effort financier réel, comme je l'ai dit, mais derrière, ce qui est proposé par le président de la République est très clairement insuffisant parce que, j'allais dire, ça s'attaque à des manifestations comme l'organisation des services à l'hôpital et ça ne traite pas le problème de fond. Le problème de fond, c'est qu'il faut repenser la régulation du système autour de l'objectif de qualité des soins et pas de gratuité absolue et illimitée. Il faut réfléchir à l'offre, ce qui n'a jamais été fait, avec des centres de santé, des hôpitaux moins nombreux mais plus performants ensuite en court séjour, et puis des hôpitaux de long séjour. Il faut donner plus d'autonomie aux hôpitaux. Il faut engager surtout un énorme effort pour essayer de ramener des gens vers les professions de santé parce que c'est vraiment... Les métiers du soin sont des métiers avant tout faits d'humanité. Et donc, la France est en train de perdre, ce système de santé est en train de perdre son capital humain. C'est vrai pour les médecins, c'est vrai pour les infirmiers, c'est vrai pour les aides-soignantes. Donc, la mécanique folle de déqualification qui a été mise en œuvre depuis des décennies doit être interrompue. Puis la dernière chose, c'est qu'il faut rompre avec et qu'il faut remettre en place l'innovation à l'hôpital avec la recherche. Et puis évidemment, il faut relocaliser l'industrie de la santé. Mais pour relocaliser l'industrie de la santé, il faut accepter de payer le médicament à un prix qui soit raisonnable. Pour le paracétamol, il y a une usine, l'usine UPSA, simplement en France, quand elle vend en France, elle vend à perte. Quand elle vend à l'exportation, elle gagne correctement sa vie. Et donc, l'idée de dire que cette usine ne doit fonctionner que pour vendre à perte sur le territoire français, évidemment, c'est une idée intenable. Et c'est vrai également pour les médicaments, notamment les anticancéreux de dernière génération, où de toute manière, ce sont les États-Unis qui les développent avec le fait que, à l'inverse, aux États-Unis, il n'y a pas de limite, j'allais dire, en termes de prix. Et donc, il y a cette autre dimension qu'en fait, on dépend tous aujourd'hui du système de santé américain avec tous ses défauts pour l'innovation. Nicole Nesotto. Oui, il est indéniable que le système de santé français est en crise globale, c'est-à-dire que la crise touche à la fois l'hôpital, et notamment les urgences et le SAMU, la médecine libérale, et puis la répartition géographique de l'offre de soins. Mais moi, je ne parlerai pas d'effondrement quand même, à la différence de Nicolas Bavray. Quiconque a fait récemment l'expérience d'un hôpital, d'abord, moi, je suis toujours sidérée de voir à quel point tout cela est gratuit. Ça ne l'était pas quand j'avais 20 ans, par exemple. Et puis, on reste quand même, alors je sais bien que ces classements sont sujets à caution, mais dans les classements internationaux, la France est considérée comme la 7e meilleure médecine du monde. Et en premier, on trouve les Asiatiques, le Japon, la Corée du Sud et l'Indonésie. Donc voilà, je pense qu'il faut un peu nuancer le tableau. Mais je voudrais revenir sur les raisons de la crise. Je crois que la raison, c'est un problème de multigouvernance. C'est-à-dire, depuis les années 70, on a cumulé, on a fait se succéder et finalement, on a fait cumuler 3 régimes de gouvernance de la santé en France. Il y a un régime étatiste, un régime libéral et un régime corporatiste. Le régime étatiste, parce que bon, c'est clair que l'État est le patron de l'hôpital public, enfin de la médecine publique, c'est lui qui fournit, c'est la sécurité sociale qui fournit les budgets, c'est lui qui donne les directeurs des hôpitaux et les médecins, et donc s'ensuit une bureaucratie que tout le monde dénonce, mais qui va avec le contrôle étatique des activités, un peu comme à l'éducation nationale. Deuxième système, le système corporatiste, qui est presque un système médiéval, je dirais, mais le corps des médecins en 71, c'est eux, en tout cas à l'hôpital, qui ont obtenu le numerus clausus, c'est-à-dire la fermeture des études de médecine à trop d'étudiants, de façon à garder le monopole de la santé et surtout de façon à s'assurer une prospérité relative. En 71, on formait 4000 médecins
par an avec le numerus clausus. En 2021, date où on l'a supprimé, on en formait 8 000, ce qui est quand même pas énorme par rapport à ce que vous disiez, Nicolas, c'est-à-dire l'augmentation du vieillissement de la population. Et je crois que le corporatisme du corps médical est vraiment en partie responsable. On l'a vu pendant le Covid, ils étaient déjà très réticents à ce que les pharmaciens ou même les infirmiers, mon Dieu, les petites professions de santé, entre guillemets, puissent faire des vaccins. Et aujourd'hui encore, dans la réforme Macron, ils n'aiment pas du tout cette idée qu'on pourrait déléguer une partie des soins à ce qu'on appelle les infirmiers De pratique à avancée. pratique avancée. Voilà. Les infirmiers à pratique avancée, ils n'aiment pas du tout cette idée. Ils le considèrent comme une dévalorisation de leurs années, de leur diplôme. Bon, bref, ça, c'est un régime qui s'est imposé dans les années 70 et qui demeure très fort. Et le troisième régime, eh bien, c'est le régime libéral, l'appel au marché. On a, à partir surtout des années 90, on a imposé l'idée dans les hôpitaux qu'une partie de leur rémunération viendrait non pas de l'État, c'est-à-dire non pas de la sécurité sociale, mais de leurs activités commerciales. Et donc, on a inventé ce qu'on appelle la facturation à l'acte, ce qui a amené les hôpitaux à faire de plus en plus d'actes pour avoir un peu d'argent, donc d'où le surmenage par rapport au nombre d'effectifs en place, et qui les a amenés aussi parfois à choisir des actes très chers au détriment de la santé de ville quotidienne. Et donc, euh, je crois qu'aujourd'hui, une des raisons de la crise, c'est pas le Covid, c'est pas la mauvaise gestion de tel ou tel gouvernement, c'est l'accumulation de ces trois systèmes de gouvernance et comment dire, la contradiction parfois entre ces trois systèmes de gouvernance. Donc, premier point. Deuxième point, les pistes possibles. Là aussi, j'ai un petit désaccord avec Nicolas. Je trouve que les propositions d'Emmanuel Macron, bien qu'elles ne soient pas chiffrées, ça je vous l'accorde, elles vont dans une espèce de bon sens. Le bon sens qui est de dire il faut séparer l'administratif et le médical. C'est vrai qu'on ne peut pas demander aux médecins de passer 40% de leur temps à remplir des papiers. Et donc, il y a cette proposition d'avoir à la direction des hôpitaux à la fois un médecin et un administratif, d'avoir des aides, des assistants administratifs pour les médecins. La deuxième piste, c'est le regroupement des offres, en particulier pour pallier à la manque des généralistes et à la désertification médicale, et bien de regrouper tout cela dans des maisons de santé avec incitation financière. La troisième piste, c'est l'imbrication effectivement des métiers de la santé. Et là, il faut vraiment que les médecins acceptent qu'ils sont effectivement très diplômés, mais que donc ils peuvent partager avec d'autres métiers. Nicolas, Je voudrais juste faire une petite remarque simplement factuelle, hein. C'est que la tarification à l'acte, ça s'applique à la médecine de ville. L'hôpital, il est régi par ce qu'on appelle la tarification à la pathologie avec la T2A qui est... La T2A, oui, exactement. Mais c'est pareil. non, c'est pas du tout pareil. Parce que la tarification à la pathologie, théoriquement, justement, c'est pas une tarification à l'acte parce que ça prend en compte théoriquement l'ensemble de l'objet de la maladie qu'on soigne. Alors que l'acte du médecin de ville, celui-là, il est et précisément il est très inflationniste parce que comme on a bloqué le prix à 25 euros, les médecins se rattrapent en multipliant les actes. Mais la tarification à la pathologie, normalement, ne permet pas la multiplication des actes. Mais cette tarification à la pathologie est contestée. Akram Belkaïm. Oui, alors effectivement, c'est peut-être pas l'effondrement, mais si on compare avec des systèmes qui se sont effondrés, et je voudrais citer les systèmes qui existent de l'autre côté de la Méditerranée, notamment au Maghreb, pour dire les choses de manière crue, lorsque je suis dans un hôpital à Paris ou en région parisienne, j'ai parfois des sensations de déjà-vu ou de déjà-vécu qui concernent ces pays-là dans les années 80. C'est-à-dire qu'on est tout de même dans un système sous tension où beaucoup de choses ne fonctionnent pas, où beaucoup de choses fonctionnent par la bonne volonté des uns et des autres. Je pense notamment au personnel paramédical ou au personnel administratif. Moi, ce qui m'interpelle dans ce qu'on vit aujourd'hui, il y a deux choses. Le premier, c'est que on est tout de même aujourd'hui en France dans une négation du principe d'égalité. On le sait, on le voit bien autour de nous. Aujourd'hui, pour bien se soigner, on a intérêt à, pour dire les choses crûment, à connaître quelqu'un. En gros, à avoir du piston. C'est pas du tout ça le principe d'égalité qui régit ce pays. Et plus ça va mal de ce côté-là.
il est inadmissible d'attendre un an pour avoir un rendez-vous avec un spécialiste. On parle peu aussi de la question, on a parlé des professions qui disparaissent les unes après les autres, effectivement la psychiatrie, mais je crois qu'il y a un vrai problème dans ce pays concernant la gynécologie. Vous avez une disparition, il y a des régions, il y a des villes où vous n'avez plus de gynécologue. Et donc c'est pour ça que moi je suis assez prudent par rapport à la délégation de tâches, parce qu'on dit, bon, les sages-femmes peuvent faire des choses, certes, mais enfin, il y a tout de même des pathologies pour lesquelles les sages-femmes ne sont pas formées, pour lesquelles elles ne peuvent pas détecter ces pathologies. Et donc, on va aujourd'hui vers un risque de santé publique accru pour la décennie à venir. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, je crois qu'il y a aussi, Nicolas l'a évoqué, et il y a une espèce je dirais, de situation qui est admise, qui consiste à dire que, ma foi, si le système, si on n'arrive plus à former suffisamment de médecins, eh bien, on va les chercher ailleurs. Et il y a donc un déséquilibre, et ce n'est plus simplement des forces d'appoint, ça devient structurel. Et c'est un appoint structurel implicite, dont personne ne parle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous êtes étudiant en médecine en Tunisie, par exemple, eh bien, au bout de la 2e, 3e année, vous savez que vous allez partir, que vous avez grosso modo 2 chances sur 3 de partir. Et donc, vous avez des offres sur place pour perfectionner la langue, pour acquérir le lexique médical français ou allemand, parce que l'Allemagne aussi est très demandeuse de ce type de soins. Et moi, ça m'interpelle beaucoup, parce que je me dis, voilà, ce sont des choses, ce ne sont pas simplement des signaux faibles, ce sont des tendances structurelles, mais qui ne sont que rarement abordées. Et le dernier point, dans toutes ces réformes, moi, je trouve que souvent, on a du mal à entendre les médecins. Les politiques en parlent. Il y a des médecins qui font de la politique qui en parlent, donc sont-ils encore médecins ou sont-ils politiques? Et puis le reste, eh bien, ma foi, c'est du témoignage, c'est des reportages dans des hôpitaux qui sont destinés à être fermés, des maternités qu'on va fermer, qu'on ne veut pas rouvrir, etc. Mais il y a tout de même, je pense, une urgence dans ce pays pour qu'on ait une réflexion, mais vraiment nationale, et pas simplement un plan destiné à dire aux gens, bah, le gouvernement essaye de faire quelque chose. Richard Verly. D'abord, des éléments de comparaison. Alors, Nicole citait ou tout à l'heure d'autres pays. J'avoue que entendre que l'Indonésie serait devant la France en termes d'évaluation sanitaire, j'ai de la peine à y croire. J'ai eu l'occasion d'aller souvent en Indonésie. Je préfère quand même être soigné en France. Donc, je crois que quand même, dans ces comparaisons, il faut toujours s'interroger sur les critères. Parce qu'il y a bien sûr le fonctionnement d'hôpitaux pilotes, et puis il y a l'accessibilité aux soins. Ça, c'est juste une petite remarque. D'abord, écoutez, quand la société va pas bien, il me paraît assez logique que le système de santé n'aille pas bien non plus. Et donc, je crois qu'il faudrait ramener cette maladie du système de santé français aux maladies de la société française. C'est une société qui est sous tension. Vous parliez des difficultés d'accès aux soins psychiatriques. C'est une société où il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de ventes d'antidépresseurs. Je ne vais pas rappeler ce qu'on lit très souvent, les études qui le rappellent souvent. Bref, la France est une société qui, si elle était un patient, n'est pas en très bonne santé. Et donc, ce patient a des pathologies multiples qui exigent un système de santé sûrement plus performant que d'autres pays où, pour des raisons X ou Y, la société se porte mieux. Donc, on peut quand même espérer que si la société française va mieux, si un certain nombre de facteurs sont remplis, eh bien, petit à petit, un certain nombre de pathologies du système de santé disparaîtront ou seront guéries d'elles-mêmes. En tout cas, je pense qu'on ne peut pas ne pas faire ce lien. Deuxième élément sur la gratuité. Moi, j'avoue que elle me stupéfie, pas parce qu'elle est un objectif, parce que c'est un objectif politique louable, la gratuité des soins, mais par les modalités. Et là, je vais vous citer un exemple très concret qui m'a plusieurs fois été mentionné par des étrangers qui vivent en France, qui sont résidents, et notamment des étrangers venant de pays comme la Suisse, donc de pays qui ont des systèmes de santé comparables en termes de performance. Vous ne savez jamais combien ça a coûté. L'intervention que vous avez eue dans un hôpital français, la pathologie, pour reprendre l'expression de Nicolas, vous ne savez jamais ce que ça représente en termes de coût. Ça ne veut pas dire qu'on doit vous le faire payer,
Mais vous n'avez même pas idée de ce que ça représentait. Et là, je pense qu'il y a un vrai problème. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un système non seulement est gratuit, encore une fois, l'objectif est louable, mais au fond, il devient presque, il génère l'indifférence, alors qu'il devrait, pour tenir, être finalement le système qui génère le plus d'attention. Et à force de faire croire aux gens que tout ça ne coûte rien, alors qu'on sait bien que c'est le contraire, je pense que là, on est dans une impasse. Donc si je voulais dire une chose, je crois que le système français aurait quand même un grand avantage à réinventer quelque chose de simple qui s'appelle la facture. Ça ne veut pas dire que vous devez la payer intégralement, mais vous devez au moins savoir combien l'intervention que vous avez eue a coûté en termes d'heures, en termes de tout simplement d'équipement. Bref, tout ça a un coût et je pense que le coût a disparu. Deux remarques sur les mesures d'Emmanuel Macron. J'avoue que, Nicole, votre compréhension vis-à-vis de la proposition de mettre un tandem à la tête des hôpitaux, à la fois je la comprends parce que cela suppose que le médecin fait de la médecine et que l'administratif fait de l'administration, mais moi je ne connais pas une seule organisation où les tandems fonctionnent. En général, quand vous mettez un tandem à la tête de quelque chose, en grande majorité, ça ne fonctionne pas. Donc moi, l'idée qui consiste à simplifier en dupliquant, j'avoue que j'ai de la peine à la comprendre. Donc là, quand même, pour moi, c'est une question. L'autre chose en ce qui concerne les médecins, et ce que disait Akram sur l'apport désormais structurel de médecins étrangers. Alors, étant suisse, j'ai du mal à contester ça, puisque la Suisse en a fait une spécialité. Et pour nous, c'est les médecins français Exactement. et les infirmières français. Je ne crois pas que c'est un tel problème. Je ne crois pas que c'est un tel problème parce que, après tout, acceptons-le, la santé, c'est un marché, aujourd'hui, c'est un marché global, c'est un marché pour les médicaments, c'est un marché pour les soins, et c'est aussi un marché pour les médecins, et je trouve qu'il y aurait une espèce de... Enfin, je trouverais pas très sain de dire aux médecins, vous êtes obligés finalement d'œuvrer dans le pays d'où vous venez. Par contre, qu'il y ait des mécanismes pour garder ces médecins un certain nombre d'années et qu'il y ait au fond des manières de compenser ça, je suis d'accord. Mais aller reprocher aux médecins, aux infirmières de s'expatrier parce que dans un autre pays, ils peuvent trouver de meilleures conditions financières, écoutez, je suis désolé, mais dans nos métiers, pour un certain nombre d'entre nous, peut-être pas les journalistes parce que nous avons l'obstacle de la langue, mais dans un certain nombre d'autres pratiques, c'est ce qui se passe. Aujourd'hui, les financiers, ou hier plutôt, avant le Brexit, les financiers partaient au Royaume-Uni et les ingénieurs dans d'autres pays à des cieux plus cléments. Nicolas Bavrez. Des remarques brèves. Premièrement, non, la médecine, la santé n'est pas un marché, parce que pour avoir un marché, dans les conditions de fonctionnement du marché, il faut qu'il y ait une symétrie d'information. Et dans la médecine, par définition, le malade, il arrive dans un état d'anxiété très grand, et il n'a pas de connaissances. En face de lui, il a un professionnel qui est censé avoir la connaissance. Et donc, de toute façon, le marché ne fonctionne pas parce que, si vous voulez, en matière de Mais santé... pour les professionnels de la santé, Nicolas, c'est bien un marché pour eux. Non, mais la demande est illimitée. Et d'ailleurs, on voit très bien que dans un pays en développement ou dans un pays, dès que les gens ont un peu plus d'argent, s'ils sont pauvres, l'endroit où ils vont mettre l'argent, c'est deux choses, l'éducation et la santé. Et donc, l'éducation des enfants et la santé. Donc, le marché pur ne fonctionne pas en matière de santé. Alors, il y a un paradoxe, effectivement, dans la défense de la proposition Macron par rapport à ce que disait Nicole Niesotto, c'est que la double commande, c'est effectivement avoir l'étatisme plus le corporatisme qui vont être en guerre quotidienne dans le même établissement. C'est 100% de chance que le truc marche encore moins bien qu'aujourd'hui. Donc ça, et à l'inverse, l'idée de dire... La partie du marché, comme je le disais, c'est faux, y compris ce qu'on appelle la médecine libérale, c'est un mythe, puisque les gens vivent en réalité, je le rappelle, que ce système, il vit sur des ressources publiques à hauteur de 92 à 93%. Donc, il n'y a pas de régulation, possible il n'y a pas d'économie de marché. La dernière remarque, c'est simplement pour dire que c'est un très bon exemple
effectivement de ce qu'il faut bien appeler l'effondrement des services de base en France. Donc le problème de la santé, c'est aussi le problème de l'éducation, le problème des transports, le problème de la justice, le problème de la police. Et donc, on a cette espèce de paradoxe qu'on a un pays où il y a 57% de dépenses publiques, où cette dépense est dirigée vers des transferts qui font que les services de base sont de moins en moins assurés et que moins on assure les services de base, plus il faut faire de transferts. Et c'est cette machine infernale qui est en train de broyer non seulement l'économie, mais la société et la démocratie, parce que c'est un des éléments très importants d'alimentation du populisme. Jusqu'à une date récente, ce qui faisait les progrès de l'état de santé des Français et du monde en général, ça n'était pas les progrès de la médecine d'abord, c'était les progrès de l'hygiène, les progrès des conditions de vie, les progrès dans le logement, les progrès dans l'alimentation, etc. C'est en partie changé par le bond très extraordinaire qu'ont fait certaines techniques chirurgicales ou ce qu'ont fait l'invention de certains médicaments. Mais cependant, l'importance des conditions de vie, et c'est d'une certaine manière ce que Nicolas vient de rappeler, sur l'état de santé de la population reste quelque chose de tout à fait important. Oui, un mot pour dire, il me semble que souvent dans les enquêtes, ce que les gens déplorent ou ce qu'ils estiment être la faillite du système de santé, on pourrait trouver des analogies avec les autres administrations qu'a évoqué Nicolas, c'est le manque d'attention, c'est l'impossibilité d'accéder à. Et je crois que là, là, pour le coup, la volonté du gouvernement de créer ces postes d'assistants de santé, etc., je crois que le malaise autour de la santé en France pourrait être peut-être en partie dissipé si déjà on pouvait au moins accéder, parler à quelqu'un, avoir un rendez-vous rapidement, bref, être rassuré avant d'être soigné. Nicole Desautos. Oui, juste un point d'abord sur les médecins étrangers. C'est vrai que l'hôpital public français fonctionne beaucoup maintenant sur cet apport, et c'est vrai que ça prive les pays d'une compétence chez eux. Mais inversement, on a le pire des deux mondes, c'est-à-dire on fait venir ces médecins étrangers, mais on ne les reconnaît pas forcément. Absolument. Il y a aujourd'hui en France environ 3000 dossiers de médecins qui sont en attente de validation par je ne sais quelle instance médicale et qui travaillent à l'hôpital, je ne dis pas clandestinement, mais parfois qui ne peuvent même pas travailler, donc qui sont au chômage et qui travaillent dans des conditions difficiles. Et donc, c'est là encore où je trouve que le rôle de l'État est contradictoire, c'est-à-dire d'un côté, on accepte que les médecins viennent, mais de l'autre côté, on fait la fine bouche pour être soigné par un Pakistanais ou en tout cas pour reconnaître son diplôme dans l'hôpital. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point aussi que je voulais dire sur la difficulté de la réforme, c'est qu'il y a effectivement, comme dans beaucoup de services publics, et là Nicolas a raison, on a une crise générale du service public, mais c'est qu'il y a une différence de calendrier entre l'urgence de la réforme et puis les mesures qui sont prises. Pour former un médecin d'hôpital ou un médecin tout court, il faut au moins 10 ans. Donc voilà, pour former une infirmière qualifiée, il faut 5 ans. Et donc, malgré toutes les mesures ou même l'injection de finances publiques qu'on pourrait mettre dans le dossier santé, il y a un problème de temps. Il faut attendre que la réforme porte ses fruits. Le gouvernement a supprimé le numerus clausus. On a maintenant un numerus apertus depuis 2021, donc c'est quand même très récent. Mais l'idée quand même, c'est que d'ici 21 à 25, on puisse former 50 000 médecins supplémentaires. Et ça, je trouve quand même qu'il faut, il faut s'en féliciter. Donc on a une période, je crois, là, de 5 ans qui vont être très difficiles, mais je ne suis pas sûre qu'on aille que la pente de la dégradation soit... S'inverse. Akram Belkacem. Oui, rapidement. Et puis interroger toutes ces politiques qui sont passées, les logiques comptables, etc. Et puis cette politique de fermeture de centres de soins, dont l'une des conséquences est la situation actuelle des urgences. C'est-à-dire que quand dans une ville comme Paris, vous avez de nombreux établissements hospitaliers de proximité, comme on les appelait à l'époque, qui ont fermé, ce qui a donné lieu ensuite à des opérations immobilières diverses et variées, mais que vous avez maintenant, le but c'est d'avoir 1 ou 2 hôpitaux, pas plus, l'un dans le nord, l'autre dans le sud de Paris.
eh bien, mécaniquement, vous créez une tension sur les urgences. Et je crois que la situation dans les urgences aujourd'hui est emblématique de ce qu'est le système de santé français. C'est plus que d'avoir de la tension, c'est pouvoir être pris en charge. Quand vous restez 48 heures sur un brancard à attendre qu'on s'occupe de vous, c'est plus simplement une histoire de manque de personnel. C'est qu'il y a un immense problème en termes de moyens humains à l'hôpital. Tout à l'heure, Nicolas parlait de l'absence d'information des malades. Je voudrais signaler la création d'un site nouveau sur les questions de santé. Ça s'appelle Vieux Inégaux Fous, VIF, VIF. C'est nous. Ça a été créé à la fois par des médecins, des journalistes. Ça s'inspire de ce qu'avait fait autrefois autour de Daniel Defer et quelques autres, de ce qui s'était fait autour du sida. C'est-à-dire que aide l'idée que les médecins se devaient d'informer les malades et que les malades devaient pouvoir accéder aux informations qui les concernaient. Comme on l'imagine à travers l'intitulé, VIF, Vieux, Inégaux et Fous, ça n'est pas non plus fait sans piquant, ni sans humour. Donc il suffit de taper VIF sur le moteur de recherche. Je vous propose que nous passions à notre deuxième sujet, celui de la guerre sans fin en Ukraine. La visite du président ukrainien à Washington le 21 décembre a permis à Kiev de s'assurer du soutien américain, avec la promesse de livrer aux Ukrainiens le système antiaérien Patriot. Le 10 janvier, l'Union européenne et l'OTAN se sont engagés à fournir à l'Ukraine tous les moyens militaires nécessaires à la défense du pays. Des discussions sont prévues la semaine prochaine sur les types d'armes qui pourront être fournis, ont annoncé les dirigeants des deux organisations. Toutefois, la plupart des pays ont peu ou prou épuisé le soutien qu'ils pouvaient apporter à l'Ukraine, non pas en argent, mais en munitions. Les Ukrainiens tirent en moyenne 5000 obus d'artillerie par jour. Or, les Américains produisent actuellement 14 000 obus par mois, à peu près autant que les Européens. Avec la frappe sur Makivka dans la nuit de la Saint-Sylvestre, qui a fait chez les soldats russes 400 morts selon les Ukrainiens, 89 selon les Russes, la nouvelle année n'a pas commencé sous les meilleurs auspices pour Vladimir Poutine. Dans ce contexte, le scénario d'une nouvelle vague de mobilisation décrétée par le pouvoir russe n'a cessé de se renforcer. L'objectif pour Moscou serait de reprendre la main en 2023 dans un conflit qui lui échappe depuis bientôt 11 mois. Exposant le plan que pourrait avoir en tête le président russe, le porte-parole du renseignement militaire ukrainien a affirmé le 7 janvier que pas moins de 500 000 Russes pourraient être enrôlés dans les forces armées à compter du 15 janvier, y compris cette fois dans des grandes villes comme Moscou et Saint-Pétersbourg, moins touchées par la précédente vague de septembre. Alors que depuis 6 mois, la Russie n'a plus conquis de ville, le 11 janvier, le patron de la milice Wagner, Evgeny Prigojine, a annoncé la prise de la ville de Soledar, voisine de Bakhmout, dans l'oblast de Donetsk. Cette information n'a pas encore été confirmée par le Kremlin, qui demeure prudent, laissant entendre que la commune n'était pas entièrement aux mains de son armée. Elle a été démentie, cette information, par l'armée ukrainienne. Depuis le 17 mai, la ville de Bakhmout et sa région sont le théâtre de combats acharnés entre Russes et Ukrainiens. Mercredi, le ministère russe de la Défense a annoncé avoir de nouveau remplacé le commandant de son offensive en Ukraine, le général Sorovikin, au général Sorovikin, le général Armageddon, succède le chef d'état-major des armées, le général Valery Gerasimov, celui qu'Armageddon avait remplacé il y a à peine 3 mois. Dans le Washington Post, le 7 janvier, 2 républicains classiques, l'ancienne secrétaire d'État Condoleezza Rice et l'ancien secrétaire à la Défense Robert Gates, assurent que le temps ne joue pas en faveur de Kiev et que la patience stratégique est durablement installée à Moscou. Sur cette question, Nicole Niesotto. Bien, oui. Il y a quelques années, on parlait de guerre sans fin pour la guerre contre le terrorisme islamique. C'est-à-dire la guerre contre un ennemi invisible, insaisissable, déterritorialisé, incertain. Aujourd'hui, on parle de guerre sans fin face à un conflit conventionnel, classique, avec 2 États souverains, bien constitués, des images à n'en plus finir. Et donc, effectivement, on peut se demander si on est entré dans une nouvelle série de guerre de 30 ans ou guerre de tranchées. D'autant que là, on rentre effectivement, depuis le début janvier, dans une nouvelle phase qui ressemble à une nouvelle escalade de la violence, avec d'une part les rumeurs de mobilisation russe de plus de 300 000
hommes, et puis d'autre part, du côté ukrainien, l'obtention enfin de longues luttes par les Occidentaux, de livraison d'armes, de chars légers de combat et surtout de missiles antimissiles de défense aérienne, patriotes, français, extrêmement sophistiqués. Donc non, on a effectivement cette impression d'une guerre sans fin et qui en plus va dans un cycle de violence de plus en plus fort. Je fais une parenthèse pour dire que moi, ce qui me frappe dans cette scène, c'est qu'on est vraiment dans la boucherie de 1914. On n'est pas du tout dans une guerre sophistiquée de drones, etc., même si cela existe. On est dans la boucherie. Et quand on s'en rendra compte après la guerre, on verra que des deux côtés, les choses sont effectivement abominables. Alors, premièrement, quels sont les facteurs qui qui entretiennent la guerre? Je crois qu'il faut effectivement se poser la question des facteurs qui entretiennent la guerre et des facteurs qui pourraient amener à une fin de conflit. Parmi les facteurs qui entretiennent la guerre, il y a ce que j'appelle l'impasse diplomatique russe. Poutine s'est mis dans une seringue, dans une double seringue diplomatique. D'une part parce qu'il a annexé des territoires ukrainiens. Et donc, si jamais dans la négociation, il devait rendre ces territoires, il rendrait un morceau de la Russie, ce qui pour lui est absolument impossible et impensable. La deuxième impasse diplomatique sont les crimes de guerre, les atrocités commises par le soldat. Plus il en fait, plus il frappe les populations civiles, plus il rentre dans une logique de crimes de guerre et ça va être très difficile de négocier, en tout cas de passer de la négociation de paix à une réconciliation des sociétés. Donc il est condamné d'une certaine façon à continuer. Le deuxième facteur qui entretient la guerre, c'est le patriotisme et le succès des Ukrainiens. Là, il faut reconnaître qu'ils sont absolument incroyables. Ils se battent corps et âme et ils reprennent des territoires, ils ont repris Kherson, et donc Zelensky a même annoncé que 2023 serait l'année de la victoire. Et enfin, le troisième facteur qui entretient la guerre, c'est la stratégie américaine et occidentale, qui est d'une part effectivement de soutenir une démocratie contre l'agression russe, d'autre part de danser un message à la Chine qu'elle n'a pas intérêt à faire la même chose sur Taïwan. Et donc, on voit bien qu'il y a un certain nombre de facteurs qui entretiennent la guerre. En revanche, on peut aussi se poser la question de pourquoi la guerre s'arrêterait. Et là, il y a quand même aussi un certain nombre d'arguments. Le premier argument, c'est effectivement la situation sur le terrain. Pour les Russes, je crois que l'armée russe a montré qu'elle est incapable de gagner la guerre militairement. Elle peut détruire l'Ukraine, mais elle ne peut pas gagner l'Ukraine comme territoire russe. D'ailleurs, les Occidentaux ne laisseraient pas faire. En revanche, sur les Ukrainiens, du côté ukrainien, les Ukrainiens montrent qu'ils peuvent passer à l'offensive, qu'ils ont repris des territoires. Je rappelle qu'en mars, les Russes occupaient 25% de l'Ukraine. Aujourd'hui, ils n'occupent plus que 15% de l'Ukraine. Et donc, la victoire ukrainienne est un facteur pour arrêter la guerre si les Ukrainiens arrivent à leur objectif, qui est de reprendre l'ensemble des territoires d'avant 2014, c'est-à-dire y compris la Crimée. C'est une autre question, on y reviendra peut-être plus tard. Deuxième facteur qui permettrait d'arrêter la guerre, c'est le coût de la guerre. Alors, pas seulement le coût financier, mais le coût humain et surtout le coût politique. Du côté russe, on ne sait pas grand-chose de ce que pense la société russe, il faut le dire, mais on ne sait pas non plus grand-chose des divisions à l'intérieur de la nomenclatura militaire et KGB autour de Poutine, mais on ne peut pas exclure l'idée d'un renversement, voire d'un assassinat de Poutine. Et deuxièmement, le coût de la guerre pour les Occidentaux. Les Américains ont, je crois, fixé un inacceptable, qui est l'engrenage jusqu'à leur propre participation à la guerre contre la Russie. Et donc, on n'en est pas là, mais on voit qu'on s'en rapproche et cela pourrait tout à fait permettre d'arrêter cette guerre. Et pour les Européens, le coût de la guerre est énorme. Le coût de la guerre est énorme et tout va se jouer, non pas le coût financier, mais sur la réaction des opinions publiques à l'idée d'une assistance continue dans 2023 à cette guerre en Ukraine. Donc je crois qu'on est dans une situation où, je dirais, c'est presque 50-50. Il n'est pas impossible que la guerre s'arrête en 2023. Nicolas Bavrez. D'abord, incontestablement, on est passé de l'opération spéciale à ce qu'on a dit, une guerre longue, une guerre de haute intensité, une guerre d'attrition qui recherche l'épuisement de l'adversaire. Et là, il y a
la profondeur stratégique existe des deux côtés, mais elle est différente. Donc, côté russe, on joue comme toujours la masse, le volume, avec une indifférence complète aux pertes humaines. Il y a déjà plus de 100 000 morts et blessés graves, alors qu'il y avait eu 15 000 morts en Afghanistan en 10 ans. On joue aussi sur les frappes sur la population civile en Ukraine parce qu'on ne peut pas gagner militairement. On joue sur la fatigue des démocraties. L'Ukraine, c'est l'inverse, c'est-à-dire que la profondeur stratégique de l'Ukraine, c'est l'esprit de défense, l'extraordinaire mobilisation de la nation. C'est évidemment aussi l'aide occidentale qui permet, sur le plan financier, sur le plan opérationnel, avec maintenant la livraison des blindés légers, sur le plan surtout du renseignement, de rétablir l'équilibre. Et tout ça, ça nous inscrit dans le schéma, effectivement, d'une guerre longue entre États qu'on n'a pas connue depuis, en tout cas depuis 1945 en Europe. Je ne partage pas l'optimisme qui veut que, en fait, on est à 50% de chances d'avoir un dénouement. Je pense que pour l'instant, l'issue est introuvable parce que, comme on l'a dit, première solution, il faudrait qu'il y ait un effondrement d'un des deux camps et la mobilisation côté russe de 300 000 plus 500 000 hommes fait qu'il y a un risque de rupture du front côté russe, mais la masse fait qu'une défaite complète est peu probable. Côté ukrainien, pour l'instant, c'est vrai que tant que les livraisons de matériel fonctionnent et que l'armée est motivée, ça tient également. Il n'y a pas de volonté de négocier parce que côté Poutine, effectivement, il s'est mis dans une impasse et il faut rappeler que, assez légitimement, l'objectif des Ukrainiens, c'est de retrouver l'intégrité maintenant de leur nation, ce qui par ailleurs est conforme au droit international. Alors, reste à savoir si c'est réaliste, mais en tout cas, c'est aujourd'hui la position du gouvernement ukrainien. Et puis, la troisième solution, ce serait qu'il y ait un faiseur de paix, mais de faiseur de paix tiers, on n'en a aucun. La Chine reste complètement alignée sur la Russie de Vladimir Poutine. Et les États-Unis sont en train de réaliser une opération assez remarquable. Sur le plan économique, c'est vrai que leur secteur de l'armement, de la technologie, de l'énergie, de l'agriculture fonctionne à plein. Sur le plan stratégique, c'est quand même une extraordinaire opération qui permet de casser tout le potentiel conventionnel de l'armée russe avec un coût humain et financier et militaire qui en réalité est très bas. Et donc, et enfin, les autres, Turquie ou autres, peuvent intervenir marginalement, mais ne peuvent pas imposer la paix. Donc ça veut dire quand même que je crois que, malheureusement, l'année 2023, elle va beaucoup plus être placée sous le signe de la gestion d'un conflit qui s'installe dans la durée que de négociations de paix. Richard Verly. Guerre sans fin, je dirais, il faudrait quand même ajouter une définition. Si on regarde les guerres récentes, la Seconde Guerre mondiale, c'est une guerre de 5 ans. La guerre de Tchétchénie, les deux guerres de Tchétchénie, elles ont duré respectivement 2 ans et 1 an. Je prends ces exemples-là, bien évidemment, parce que les troupes russes étaient impliquées. Il y a eu l'Afghanistan, vous l'avez dit, Philippe, qui a duré, ou Nicolas, qui a duré au total 10 ans, si on compte les différentes interventions. Je pense que si cette guerre devait durer 2 ans, 2 ans et demi, finalement, ça n'aura pas été une guerre sans fin. Ça aura été une guerre qui aura trouvé une fin et qui, compte tenu des forces en présence, est d'une durée malheureusement, tragiquement assez logique. Moi, je voudrais quand même mettre en avant les 3 facteurs qui me laissent à penser qu'elle ne peut pas être une guerre sans fin, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas s'éterniser au-delà d'une année 2023 qui sera sans doute une année de combat acharné, très difficile. La première chose, c'est que, qu'on le veuille ou non, et que Poutine soit ou non prisonnier de sa folie nationaliste, il y a quand même un moment où la Russie va devoir faire les comptes. Et la société russe ne va quand même pas supporter une économie de guerre à cause de l'Ukraine. La Russie, encore une fois, moi je pense, c'est une société certes encadrée par la propagande, mais qui reste perméable, on le voit bien, aux informations en provenance de l'Internet, etc. Donc il va y avoir un besoin russe de souffler aussi, surtout si il y a une mobilisation générale, parce qu'à ce moment-là, les conscrits deviendront une variable importante. Ensuite, l'Europe, on l'a dit, je ne vais pas prolonger,
a besoin que cette guerre s'arrête, clairement, et les États-Unis, quand va pointer 2024, c'est-à-dire la prochaine élection présidentielle, à ce moment-là, si Joe Biden est candidat à nouveau, il aura besoin d'un répit. Il aura tiré tous les avantages de l'économie de guerre, Nicolas l'a très bien dit, mais il devra apparaître aussi comme étant capable d'être un faiseur de paix, au fond, de faire le ménage en Europe. Et cette affirmation de la puissance américaine sera sans doute son meilleur argument électoral face à son adversaire qui peut-être sera un nouveau Donald Trump. Donc, je dirais, si on devait faire un pronostic, guerre sans fin, non. Année 2023, sans doute une année de grandes hostilités avec la probabilité prochaine d'une offensive blindée ukrainienne, c'est ce qui est en train de se préparer. Et c'est peut-être à l'orée de la fin 2023-2024 que la première éclaircie, si l'on peut dire, apparaîtra dans ce ciel lourd de nuages. Akram Belkaïd. Oui, ça repose la question des buts de guerre. Pour les Ukrainiens, c'est très simple. Il faut recouvrir l'intégrité territoriale et se débarrasser de la tutelle russe, y compris sur la Crimée. J'avoue que moi, pour le moment, au-delà de toutes les discussions et les débats qu'on peut avoir, par rapport à la Russie, on ne sait toujours pas. On sait que Poutine avait certains objectifs il y a un an. Quels sont-ils aujourd'hui? Le fait même qu'on en débatte prouve que le but de guerre réel de la Russie demeure un sujet. Quand l'Irak envahit le Koweït, c'est une annexion, point à la ligne. Là, bon, donc effectivement, pour que la guerre s'arrête, il faudrait que l'un des deux acteurs atteigne son but de guerre. C'est pour ça que la comparaison avec le conflit, Richard citait certains conflits, moi je remonte un peu plus loin. On a quand même eu une guerre qui a duré 8 ans, Irak-Iran, et qui s'est terminée par épuisement des deux acteurs. C'est une piste qui peut être aussi, on peut aller... le problème, c'est que effectivement, le mot paix est peut-être cité ici et là, mais les initiatives n'existent pas. Alors, il y a quelques diplomaties qui s'activent. On sait par exemple que le Vatican essaye de faire des choses, mais effectivement, pour le moment, chacun semble bien comprendre que ce n'est peut-être pas le moment. Est-ce que ce sera le cas en 2023? On verra bien. Et je terminerai par une remarque, je crois qu'on l'avait un peu évoquée il y a quelque temps dans cette émission, mais tout de même, la géopolitique est parfois à des changements brutaux qui peuvent laisser pantois et qui laisseront pantois les historiens dans l'avenir. Je me souviens qu'au début des années 2000, la grande thèse, c'était Russie-États-Unis unis contre le terrorisme d'Al-Qaïda et unis contre une menace chinoise potentielle au niveau de la Sibérie. En 20 ans, les choses peuvent changer rapidement, donc n'insultons pas non plus l'avenir par rapport aux 20 prochaines années. Nicole Nizato. Oui, donc d'accord pour dire que l'incertitude est notre certitude commune sur l'évolution de cette guerre. Mais quand même, je voudrais revenir sur les éléments qui laissent à penser qu'une fin de guerre est possible. Contrairement à ce que disait Nicolas, il y a ceux que j'ai déjà avancés, il y a ce qu'a ajouté Richard, mais il y en a encore d'autres. Par exemple, le système politique intérieur américain. Le Joe Biden a perdu une partie du Congrès. L'aide militaire ukrainienne, pour l'instant, elle est votée par le Congrès, mais rien ne dit que les républicains vont continuer à le faire. Et deuxièmement, deuxième raison, la raison géopolitique majeure, si je mets une crise importante arrivait dans l'autre partie de la planète, si les Chinois se mettaient à envahir Taïwan ou à commencer une guerre sur Taïwan, il est évident que les Américains oublieraient complètement l'Ukraine et se reporteraient sur Taïwan. Donc il y a des éléments qui ne peuvent pas amener à conclure que cette guerre va s'éterniser. Et deuxième chose que je voudrais dire, est-ce que la fin de la guerre signifie une paix juste et durable? Est-ce que la fin de la guerre signifie la paix? Je ne crois pas. Tout dépend de ce qu'on appelle une paix juste et durable. Une paix juste, c'est pas une paix que l'on sent intuitivement juste, c'est une paix qui correspond au droit international. C'est-à-dire où les criminels sont jugés, il y a un tribunal de guerre, où il y a des réparations imposées, et où, effectivement, le droit international s'applique, en particulier la Charte des Nations Unies. Et durable. Il faut qu'il y ait, à côté de la paix diplomatique, qu'on peut toujours inventer, les diplomates sont faits pour ça, il faut qu'il y ait une réconciliation des sociétés. Et là, effectivement, je suis d'accord avec Nicolas, on peut avoir une guerre
qui s'arrête sur le plan sur le plan physique, mais une réconciliation des sociétés qui mettent des décennies à intervenir. Et je crois que c'est ça plutôt le plus plausible. Nicolas Bavrez. Je suis parfaitement d'accord avec ça, et c'est précisément pour rebondir aussi sur le propos de Richard Verly sur qu'est-ce que c'est qu'une guerre sans fin. C'est-à-dire que, évidemment, il faudra bien un jour ou l'autre qu'il y ait un cessez-le-feu. Parce que de toute manière, il y a une forme d'épuisement qui va forcément intervenir dans un horizon de temps. Alors, on souhaite tous que ce soit 2023. Moi, j'en doute un peu. Mais la paix, comme vous l'avez dit, celle-là, je pense qu'elle est complètement hors d'atteinte. Et il y a un conflit dont on n'a pas parlé, mais que je trouve intéressant, qui est la guerre de Corée. C'est quand même... là, on a eu 4 ans d'une guerre absolument féroce. On a bien eu un cessez-le-feu. Et on a toujours aujourd'hui une ligne, et on a toujours des incidents réguliers, et on a toujours un affrontement majeur, et on a un régime, état de la guerre, Corée oui. du Nord. Et c'est bien une forme de guerre sans fin, ce qui se passe en Corée, parce qu'en tout cas, on n'a pas de paix. Et je pense que ce précédent coréen, il est intéressant parce que, là aussi, on souhaite tous qu'il en aille autrement, mais on pourrait arriver à quelque chose de semblable entre la Russie et l'Ukraine. Je vous remercie. L'heure a sonné de notre dernière séquence, la séquence des brèves, que je voudrais introduire en disant que l'amitié que notre équipe éprouve pour Roselyne Bachelot, et Roselyne Bachelot pour notre équipe, n'est un mystère pour personne. Elle a été à nos côtés dès le début de notre passage sur la toile, lorsque le président de Radio France de l'époque prétendait nous faire interdire d'exister par les tribunaux, et à l'époque où la directrice de France Culture faisait téléphoner à chaque membre de l'équipe du Nouvel Esprit Public pour lui dire que si il ou elle persistait, quelles que soient ses œuvres, ses productions, ses activités, France Culture ne l'inviterait plus jamais. C'est pourquoi personne ne sera étonné que je signale et recommande à l'attention de nos auditeurs le livre que Roselyne Bachelot publie aux éditions Plomb sous le titre 682 jours. Nos auditeurs pourront d'ailleurs retrouver sur notre site, sous l'onglet Les thématiques, l'émission que nous avions réalisée avec elle en octobre 2021 sur la politique culturelle. Qu'il s'agisse du patrimoine, de l'évolution des pratiques culturelles, des conséquences de l'importance prise par le numérique, Roselyne Bachelot dresse un panorama dont elle ne se contente pas de signaler les points noirs, mais dont elle propose les pistes d'évolution. Elle règle aussi quelques comptes et distribue de joyeux coups de griffe, notamment à ceux qui, dans le monde artistique, ont un comportement de nantis et un discours de victime. Cependant, à mon avis, trop de commentateurs n'ont retenu que cet aspect de ce livre qui offre à ceux à qui la politique culturelle importe les éléments nécessaires à une véritable réflexion. Richard Verly. Nous parlions à l'instant à propos de l'Ukraine de guerre sans fin. Voilà un livre qui démarre par cette phrase: il y avait eu la guerre de 100 ans et la guerre de 30 ans et la guerre de 7 ans. Je fais référence à un ouvrage qui m'a passionné, Les guerres lointaines de la paix de Sylvain Venère aux éditions Gallimard. Le sous-titre est Civilisation et barbarie depuis le 19e siècle. Il brosse le tableau au fond de la manière dont les guerres nous ont faites, nous ont fabriqué, ont fabriqué notre imaginaire de la réalité juridique qui nous entoure aujourd'hui. Nicole y faisait référence en parlant d'une paix juste et durable, à la réalité culturelle. C'est absolument passionnant et c'est aussi absolument tragique parce qu'on en finit par se demander si l'homme n'a pas tout simplement besoin de la guerre. Les guerres lointaines de la paix, chez Gallimard, de Sylvain Venère. Akram Belkaïd. Oui, une citation. Notre revanche sera le rire de nos enfants. C'est une phrase écrite par Bobby Sand, qui fut un militant de l'IRA irlandaise et qui est mort d'une grève de la faim à l'époque où Margaret Thatcher était Premier ministre. Et cette phrase est le titre d'un recueil d'articles de Sorge Chalandon, qui à l'époque était reporter à Libération et qui a couvert le conflit irlandais. Et donc, c'est une série d'articles qui va de 1977 à 2006 et qui rappelle ce que fut cette guerre au cœur de l'Europe, guerre civile ou guerre tout court. Et c'est à la fois, quand on relit les articles, on se dit que c'est à la fois un monde qui n'existe plus, mais qui, dans certains aspects, notamment guerriers, puis de recours à la violence, de l'absence de perspective de paix, justement,
ont un écho particulier par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui. Donc c'est chez Black Star Édition et c'est de Sorge Chalandon. Sorge Chalandon avait écrit un très beau texte, Mon traître, qui avait été ensuite adapté au théâtre au Bouffe du Nord par Emmanuel Mérieux. Superbe pièce. Nicole Niezotto. Oui, je vais commencer aussi, non pas par une citation, mais par un sous-titre. Comment peut-on être franco-persan ? Et ça, c'est le sous-titre du dernier ouvrage de Bertrand Badi qui s'appelle Vivre entre deux cultures, qui est paru en novembre 22, je crois, aux éditions Odile Jacob. Bertrand Badi est professeur émérite de sciences politiques à Sciences Po. Il a écrit énormément de livres, disons, sérieux d'analyse des relations internationales. Mais là, c'est un livre beaucoup plus personnel. J'ai oublié de lire le titre, d'ailleurs. Vivre entre deux cultures, comment peut-on être franco-persan ? C'est un livre très personnel, puisqu'il raconte sa double origine, ces deux cultures, à la fois française, puisque sa mère est de la bourgeoisie de Soissons, et iranienne, persane, dit-il. Il emploie rarement le mot Iran. Persane par son père, qui a fait le voyage pour faire ses études de médecine en France à la fin des années de... son grand-père à la fin des années de 1920. Et c'est un livre assez émouvant parce que c'est un mélange de cultures assez rare dont il tire d'ailleurs un portrait absolument formidable de son père, ses grands intellectuels perses, parlait 36 langues, médecin, etc. Très déçu par ses difficultés d'intégration dans la société française quand il arrive. Et en même temps, on comprend beaucoup plus les thèmes chers à Bertrand Badi comme professeur et comme analyse du système international, c'est-à-dire son attention sur les vertus du métissage, son respect pour le Sud, pour les cultures différentes, sa critique parfois un peu dure de la supériorité entre guillemets occidentale par rapport aux autres. Donc c'est un livre très intéressant chez Odile Jacob avec de très belles photos qui montrent à quel point la culture française de Soissons et la culture perse peuvent être différents chez les grands-parents. Nicolas Bavrez. Je voudrais recommander un livre extraordinaire qui est le livre de Orhan Pamuk qui s'appelle Souvenirs des montagnes au loin et qui est paru chez Gallimard. En fait, entre 7 et 22 ans, Pamuk a voulu être peintre et il peignait. Et à 22 ans, il a décidé de se consacrer entièrement au roman et à l'écriture. Et en 2008, il est rentré dans une boutique, il a racheté de quoi peindre et il tient des carnets quotidiens avec à la fois des écrits et des dessins. Et ce livre, dans un ordre qui n'est pas l'ordre chronologique, présente un certain nombre de ses écrits et de ses dessins. Et c'est vraiment prodigieux. Et on retrouve d'ailleurs nombre des thèmes qui ont été évoqués par les uns par les autres, parce que il y a évidemment la Turquie, il y a Istanbul, sa relation à l'écriture, à la littérature, mais aussi le fait, qu'est-ce que c'est d'être un romancier turc qui est essentiellement lu et soutenu en Occident, alors qu'il est dans une position, on le sait, très compliquée dans son pays. Il y a aussi beaucoup de choses sur son amour de la mer, de la nage, les montagnes au loin, qui sont les îles aux Princes depuis sa... Et puis, il y a aussi la généalogie de la création, parce qu'on voit, par exemple, comment c'est en visitant la forteresse, la citadelle d'Amber en Inde, que ça a inspiré, d'une certaine manière, la forteresse de l'île de Minguer qu'on trouve dans Les Nuits de la Peste. Je vous remercie. Je remercie aussi Sophie Jacquin, avec qui cette émission a été préparée. Benoît Carré, qui va en assurer le compendium, qui sera en ligne dès mardi prochain et auquel vous pouvez vous abonner. Et Nicolas Tourneau, qui veille à notre site. Olivier Magloire, qui veille à notre plateforme de financement, l'arrière-boutique, où nous enregistrons cette émission, Nouvelles Écoutes, qu'il a produit. Et je vous donne rendez-vous mercredi pour le premier Bada de 2023, avec Dorian Moretus, clown de Clowns sans frontières et du Rire médecin. Et ensuite, donc la semaine prochaine, pour un Nouvel Esprit public.